Bonjour à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. 2 personnes ont perdu la vie dans un accident survenu dans la capitale dakaroise. Le bus Tata qui roulait à vive allure a heurté un tricycle et un taxi. Le chauffeur qui a enregistré à l'issue de cet accident 2 blessés graves a admis une défaillance technique de son véhicule. Le ministre en charge des collectivités territoriales appelait à négocier avec la coalition And Gussum une recommandation qui émane du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux dont les membres craignent une confrontation conséquence d'une grève qui a trop duré. Polémique autour de l'attribution d'un contrat pour l'exploitation de chantiers navals. Le ministre des Pêches, instruit par le chef de l'État pour faire la lumière sur les concessions, notamment celle de Dakarnave, dont l'expiration est prévue en juin 2024. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce tragique accident qui s'est produit à hauteur de la route menant à la foire internationale de Dakar. 2 personnes ont perdu la vie sur le coup. Le bus 44 de marque Tata, en proie à une défaillance technique, a ravagé tout sur son passage. Également 2 blessés. Le point, c'est avec Mamadou Fall et Aya Diallo. Des vies encore perdues sur les routes. Un accident a eu lieu aujourd'hui sur la route menant à la foire internationale de Dakar. Un bus Tata de la ligne 44 a percuté tout sur son passage, faisant 2 morts sur le coup. Mais c'est pas normal. Le bus Tata roulait à vive allure. Son système de freinage était défectueux. C'est ainsi qu'il a percuté la moto, tuant 2 personnes. Ce qui est inadmissible, c'est qu'il a traîné l'une sur presque 20 mètres avant de heurter un car rapide et un tricycle. Le bus a également percuté un taxi avant de s'arrêter. Des mesures doivent être prises pour freiner ces séries d'accidents qui coûtent la vie à des milliers de Sénégalais. 2 morts comme ça, banalement, en pleine ville, mais je crois que c'est quand même inconcevable. Et moi, je voudrais indexer deux aspects de la question. Le premier aspect pour moi, c'est l'indiscipline des Sénégalais. Il faut que dans ce pays-là, qu'on apprenne à se discipliner. Nous sommes un pays avec une population, il faut oser le dire, extrêmement indisciplinée. Nous baignons dans un incivisme, mais total. Un je m'en foutisme qu'on ne peut pas expliquer et qui s'est accéléré ces dernières années. Le ministre de l'Intérieur et certaines autorités étatiques sont interpellés par ses représentants, des livreurs. Transport de personnes, c'est formellement interdit. C'est inadmissible. Il faut fustiger ce transport de personnes que les motos s'adonnent. J'interpelle le chef de l'État et le ministre des Forces armées. Cela doit cesser. La vétusté de certains bus Tata sont indexés. Pour certains, ces bus doivent être recyclés par la société Senbus. Un accident qui, je rappelle, a fait 2 morts et 2 blessés graves. La sécurité et la sûreté seront au cœur du démarrage du bus rapide de transit, annonce faite par le gouverneur de Dakar ce matin. Après la réunion avec les différents acteurs, Alassane Sall annonce de fortes mesures pour que le BRT et ses emprises autour soient totalement libérés pour le bon fonctionnement de l'infrastructure. Je vous propose tout de suite d'écouter le gouverneur de Dakar, Alassane Sall. Il s'exprime au micro de Lissa Frère. 24 heures sur 24, que le corridor soit sécurisé et qu'il y ait une présence effective de la compagnie de la circulation au niveau des différents carrefours du BRT. Donc les principaux carrefours. Surtout là où nous pensons avoir quelques difficultés par rapport à la signalisation. Nous avons également retenu avec les sapeurs-pompiers véritablement d'accompagner ce couloir est dédié au... Alors, de petits soucis avec cet élément, nous n'excluons pas de vous le transmettre, peut-être avant la fin de cette édition. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux ne veut pas assister à une confrontation qui serait lourde de conséquences entre le ministre des collectivités territoriales et l'intersyndicale en grève depuis l'année dernière face à la presse. Le SUDTM invite le ministre Bala Moussa Fofana à rencontrer les membres de la coalition And Gussum qui avaient initié le combat
et qui détient des solutions à cette crise. Les détails, c'est avec Alassane et Amadouba. Le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux craint une confrontation entre l'intersyndical et le ministre des collectivités territoriales. Bala Moussa Fofana cherche à contourner la grève selon les membres du syndicat à travers le message transmis aux autorités administratives et municipales. Parce qu'à ce qui nous semble, le ministre est en train de s'entourer de toutes les garanties pour pouvoir faire reprendre le travail, même sans les travailleurs. Ce qui veut dire que ça peut aller vers la confrontation, puisque l'intersyndical a décrété 120 heures à partir d'aujourd'hui. Et quand il demande au préfet et au gouverneur d'instaurer le service minimum, et quand il demande également au maire de jouer le rôle d'officier d'état civil, cela veut dire ce que cela veut dire. Le SUDTM, qui dit ne pas faire dans la langue de bois, invite le ministre à recevoir Andegessem. Selon eux, cette coalition qui avait initié ce combat détient des pistes de solutions pour sortir de cette crise qui n'a que trop duré. Tous les acquis que les travailleurs municipaux ont, ils le doivent aujourd'hui à la coalition Andegessem, dirigée par Mbalo Diacham et Fou Sidi Ndiaye. C'est à cause de ce combat-là qu'ils ont mené qu'aujourd'hui les travailleurs sont en droit de réclamer l'augmentation des salaires. Nous demandons au ministre, si vraiment il tient à la résolution rapide de ce problème-là, de rencontrer Andegessem qui connaît bien les tenants et les aboutissants de ce conflit-là pour que le problème soit réglé définitivement. Le SUDTM, qui estime que le ministre a lui-même reconnu la légitimité et le bien fondé des revendications, doit, dans le cadre du Djoubal et surtout du Djoubanti, trouver des solutions dans les meilleurs délais. Angor, en tout cas, le service minimum a toujours été assuré. C'est ce qu'a fait savoir le maire après la directive du ministre des collectivités territoriales, Magaye Ndiaye, regrette la grève des travailleurs et invite les différentes parties à éviter la confrontation et à s'asseoir pour trouver des solutions définitives à cette crise qui n'a que trop duré. Nous l'écoutons au micro de Alassane et Amadouba. Il est d'autant plus compliqué parce qu'il touche plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le maire en tant que tel et son équipe dans le travail. Parce que c'est des procédures, des processus. Si c'est interrompu, la première conséquence, c'est en interne. C'est dans le travail, dans le traitement des dossiers, dans la rapidité, dans l'efficacité. Parce que voilà, si on a une interruption entre l'arrivée des courriers, les départs des courriers, les transmissions à faire en interne, ça pose un énorme problème. Et le deuxième niveau, c'est pour les populations. Parce que nous sommes en service public et donc la demande par rapport aux populations est énorme. Par rapport à la directive du ministre, je pense que j'ai eu à le rencontrer tout récemment et c'est un vrai amoureux de la décentralisation, quelqu'un qui s'y connaît très bien, il veut faire des choses, il connaît le domaine. Mais également de l'autre côté, les agents des collectivités, c'est des gens qui ont pris l'option de travailler pour leur collectivité, ils adorent ce qu'ils font, ils le font très bien. Donc je pense qu'entre ces deux, il peut y avoir facilement une solution. Et j'invite vraiment le ministre à plus de discussions, de dialogue et vraiment à aller dans la recherche de solutions. Je pense bien qu'il est en train de le faire. Également, j'invite également les agents municipaux à plus de patience, à plus de responsabilité. Et naturellement, à Saint-Louis, la grève des travailleurs des collectivités territoriales impacte négativement la population. De nombreux Saint-Louisiens font des va-et-vient incessants à la mairie sans succès. D'autres aussi attendent des semaines à cause de ces grèves répétitives. Le compte-rendu est signé au Ousseynou Diop et à Lusek. De Saint-Louis, la grève des travailleurs des collectivités territoriales ces derniers mois impacte négativement sur la vie des populations. Elhadji Mansour Gueye habite à Médina Marmeyal depuis 3 jours. Il fait des va-et-vient et attend la finalisation d'un dossier. Mais la grève des agents de la mairie perturbe son activité professionnelle. Depuis 3 jours, on court derrière la mairie, mais rien n'est encore prêt jusqu'à présent. Voilà. Mais vraiment, nous souhaitons que les agents de la mairie fassent le travail correctement. Contrairement à Elhadji Mansour Gueye, Ibrahima Dia lui rentre avec des actes de naissance de son fils. Mais il a attendu 3 semaines pour se procurer de ces documents. J'étais venu pour faire la déclaration de naissance de mon fils. Je viens tout juste de recevoir tous les documents. J'avais déposé ces documents depuis 3 semaines. Pour Aïda Mbaye, les mesures annoncées par le ministre de tutelle pour assurer le service minimum sont bien respectées par la mairie de Saint-Louis.
s'il n'y a pas de service minimum, ce sont les populations qui vont en pâtir. Et heureusement pour nous, nous sommes entendus avec les travailleurs et nous avons, depuis lors, nous avons assuré un service minimum au niveau de la commune de Saint-Louis. La grève des travailleurs de l'état civil a duré plusieurs mois. Avec l'arrivée du nouveau régime, les syndicalistes espèrent un dénouement heureux. Mais tout dernièrement, le ministre de tutelle a instruit les maires des différentes communes du Sénégal à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le service minimum pour les citoyens. Allez, parlons à présent de cette réunion des pays francophones, des pays d'Afrique subsaharienne francophones à Dakar. L'objectif, valider un programme de formation sur l'élaboration et l'utilisation des manuels scolaires en français et en mathématiques. Le rapport dressé note plusieurs manquements, rareté de ces manuels pour l'apprentissage, ce qui freine l'atteinte des objectifs visés. L'UNESCO compte ainsi sur les experts en la matière pour changer la donne. Nous écoutons tout de suite Alioune Badara Diop. Il est directeur de l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation. La rareté des manuels est considérée même comme ayant un effet soutenu sur la crise de l'apprentissage. Et c'est ce que l'UNESCO et l'AFD ont compris en appuyant nos pays, en les préparant à concevoir des manuels de qualité et à accorder un grand intérêt à l'utilisation de ces manuels. L'activité d'aujourd'hui consiste à soumettre les manuels produits et les modalités d'utilisation aux experts pays pour une séance de validation. Et cette activité a aussi été complétée par une évaluation de manuels menée dans 6 pays, dont le Sénégal. Et le rapport a montré qu'il y a à travailler autour du manuel. Et c'est fort de tout cela que l'UNESCO s'est investi dans l'appui en mobilisant des experts pour concevoir des manuels sur les disciplines instrumentales, le français et les mathématiques pour le primaire et le moyen secondaire général. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Le pèlerinage à la Mecque, Palameng, salue les initiatives prises par le Premier ministre Ousmane Sonko pour une bonne organisation de l'événement. Il s'agit entre autres de l'exigence de l'IATA à tous les voyagistes privés, mais aussi la réduction du package dans les prochaines années, ce qui est bien possible à ses yeux. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime avec Chérif Dia. Nous saluons cette démarche du Premier ministre et avec les propositions, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous voulez monter une société, tu vas chez le notaire. Si vous voulez faire une transaction foncière, tu vas chez le notaire. Et aujourd'hui, si on veut organiser le pèlerinage, on va à Sandaga, on va à nulle part, quelque part, ça ne doit pas se passer comme ça. Maintenant, il y a des agences de voyage en bonne et due forme qui sont là, qui sont habilitées à faire ce travail, habilitées à faire ce voyage. Moi, je crois que c'est le moment de donner ce qui appartient à César. Moi, on me donne 58, je vends à 5 millions 300. Je vends mon package à 5 millions 300, 5 millions 500. Donc, si aujourd'hui j'ai 1000 pèlerins, je peux vendre à 4 millions 500, c'est sûr. Parce que j'ai des ristournes, j'ai des ristournes non seulement sur l'avion, mais aussi j'ai des possibilités de réduction par rapport à Maka et Médine, les logements. Aujourd'hui, si je viens avec 50 ou je viens avec 1000, c'est pas les mêmes négociations. Et tout ça, ça fait partie de la réduction. Mais il faut donner minimum 300 pèlerins. Et maximum peut-être 2000 à 5000. Aujourd'hui, un Palameng qui veut convoyer 2000 pèlerins, mais il n'a qu'à aller mettre 1 milliard au Caisse des dépôts et de consignation. Visite traditionnelle du groupe Futur Média en prélude à la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. La délégation dirigée par le directeur général Birandour, occasion pour Monseigneur Benjamin Ndiaye de souligner l'importance de l'engagement du groupe envers la communauté chrétienne et son soutien constant. Le point, c'est avec Mambiram Diouf. Dans ce contexte de préparation du pèlerinage marial de Popenguine, une délégation du groupe Futur Média a rendu visite à l'archevêque de Dakar, une rencontre empreinte de respect et de solennité. Le directeur général Birandour, à la tête de la délégation, a renouvelé l'engagement du groupe Futur Média à accompagner l'édition de cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Le thème de cette année, axé également sur « Avec Marie, notre mère »,
Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. En fait, c'est une coutume chez nous qu'à l'approche des événements religieux, notamment le pèlerinage marial de Popenguine, que nous venions rendre visite à Monseigneur, qui nous reçoit toujours très bien, de manière très courtoise. Mais ce qui me frappe le plus chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'on vient le voir, non seulement il nous prodigue des conseils, mais c'est surtout la sagesse de l'homme. Donc voilà, nous sommes venus lui donner toutes les assurances par rapport à la bonne couverture médiatique de l'événement, qui cette année est sous le thème d'un Sénégal juste. Une bonne partie de la population sénégalaise a aspiré au changement, donc on a un nouveau gouvernement. Il y a beaucoup d'attentes, dont une justice sociale, mais surtout la paix. Le Sénégal a traversé ces 3 dernières années des moments assez houleux, et je pense qu'il y a un vent d'espoir qui souffle dans le pays, et nous espérons que les autorités répondront aux attentes des Sénégalais. Exprimant sa gratitude pour la présence constante du groupe Futur Média aux côtés de la communauté religieuse, Monseigneur Benjamin Ndiaye a souligné l'impact positif des actions du groupe sur la cohésion sociale et le rayonnement de la foi et son rôle essentiel dans la promotion des valeurs spirituelles et dans la diffusion de messages de paix et d'unité. Vous faites partie de ce paysage du pays. Alors vraiment, je veux saluer votre fidélité et votre générosité. Au fil des ans, de rester comme cela, attaché à une manifestation religieuse, c'est un signe magnifique. Merci pour votre générosité. Il n'y a pas de petits gestes. Et je crois que le plus important même dans le pèlerinage, c'est d'avoir de l'eau. Parce que beaucoup de gens souffrent du fait de ne pas boire assez. Même s'il y a de l'eau, il faut convaincre les gens de boire, parce que sinon on se déshydrate et ça amène ces syncopes, etc. Bon. Alors grand merci à vous. Nous prions pour le groupe Futur Média. Vous direz toutes mes salutations à votre PDG Youssou, de notre proximité, notre reconnaissance, et puis aussi à tous les agents qui travaillent avec vous. Si vous êtes seulement représentatif de tout ce beau monde-là. Le directeur général du groupe Futur Média a pris des engagements ainsi pour assurer une couverture médiatique de qualité de l'événement, une contribution pour l'organisation de l'édition de cette année également remise à l'archevêque de Dakar. Publication des rapports des corps de contrôle. L'avocat Maître Massor Nankan se dit scandalisé par les révélations des enquêteurs sur la gestion des responsables de l'ancien régime, des scandales financiers qui, selon lui, ne doivent pas rester impunis. Le président de SOS Consommateurs s'attend à une suite judiciaire pour une reddition des comptes. Je vous propose de l'écouter. Il nous en dit plus au micro d'Amadouba. Je voudrais me réjouir de cela. Ça aurait dû être fait depuis très très longtemps, ces rapports. Mais quelqu'un avait mis le coude sur la plupart des rapports et maintenant, ce coude a été levé par la nouvelle équipe. Et la publication de ces rapports est un début du processus qui va permettre à ce que les gens rendent compte. Le devoir de redevabilité, pour ne pas dire l'obligation de redevabilité. Ceux qui ont géré l'argent public, l'argent des Gorgorlou et des Modou-Modou, les impôts, ceux qui ont géré ces milliards doivent rendre compte de leur gestion. Nous avons assisté à des personnes qui subitement sont devenues des milliardaires de façon étrange, de façon injustifiée et avec une rapidité extraordinaire. Donc il faut que les gens rendent compte, c'est tout ce que nous demandons, c'est tout ce que les Sénégalais demandent. Quand on voit la jeune équipe qui vient d'arriver au pouvoir, nous ne pouvons qu'être très très optimistes et nourrir beaucoup d'espoir, parce que c'est des gens propres et des dirigeants propres ne peuvent
qu'être accompagné par Dieu et mener de bonnes actions pour les populations. La polémique autour de l'attribution du contrat pour l'exploitation des chantiers de réparation navale ne laisse pas indifférent le président de la République. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires de faire le point sur le dossier de concession des chantiers navals de Dakarnave, sur l'évaluation des activités de l'entreprise. Le collectif des licenciés, pour sa part, demande l'annulation de tout contrat de concession avec Dakarnave et encourage les nouvelles autorités à signer un contrat avec un nouveau repreneur qui propose de rétrocéder à l'État 42% du chiffre d'affaires de la compagnie. Le reportage est signé à Faye. Ouf de soulagement à Dakarnave, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, un conseil des ministres a pris la décision de suspendre le processus d'attribution du contrat de concession des chantiers navals de Dakar, en attendant de procéder à une évaluation des activités, ce qui fait renaître l'espoir chez les travailleurs. Il y avait eu des appels d'offres, mais à Dakarnave, le groupe Lisnav n'était pas consulté. Et on s'est réveillé et on a vu dans les journaux que le chantier était octroyé à un groupe turc. Avec le changement de régime, je pense que c'est suspendu maintenant. Dans ces 25 ans-là, il y a des acquis à consolider. Maintenant, c'est à l'État du Sénégal d'analyser et de voir par rapport à ce qui est là, quelle est la meilleure option et de ne pas faire une erreur d'appréciation. Ce 24 juin, le contrat de concession va expirer. C'est le moment de rebattre les cartes pour un nouvel appel d'offres. Qui de Osata, de Damen, de Pirou ou de l'ISNAV International va bénéficier du contrat de concession du chantier naval. Le syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals du Sénégal ne demande qu'à être associé aux négociations. Oui, on avait déjà attribué le marché à Osata, donc les Turcs. Mais nous, comme on n'était pas consultés sur le processus, donc on n'avait pas vu d'appel d'offres aussi. On a jugé que c'était vraiment opaque et ce n'était pas clair dans nos têtes. Donc on est sorti pour, en tout cas, vilipender cela. On est comme dénoncé comme syndicat que nous sommes. Suite à une divergence lors des élections de délégués, une scission est opérée. Ainsi, les licenciés de Dakarnave sont regroupés au sein du collectif. Licencié 8 personnes. Dakarnave avait de manière abusive licencié 8 personnes, mais il y avait le secrétaire général qu'on a réintégré parce que l'inspection du travail leur avait notifié qu'ils ne pouvaient pas le licencier. C'est quand on a eu des représailles lors de l'élection que la direction est allée au tribunal du travail. Mais il faut le dire, Dakarnave a licencié plus de 50 personnes et d'autres ont quitté individuellement la société. Une cinquantaine, comme nous l'avons dit. De l'existence de Dakarnave, de 99 à maintenant, nous avons eu que 13 licenciements. Et ces 13 licenciements, les 7 en font partie. Sinon, les autres licenciements, c'est lié à des cas de vol, de flagrant de vol, des cas de bagarre entre travailleurs. Ce sont les uniques motifs. Et c'est les 7 qui ont été licenciés parce qu'ils ont eu à attaquer les bureaux de vote, à avoir un comportement violent, ce qui n'est pas tolérable dans une entreprise. L'affaire est portée devant le tribunal du travail. L'inspection régionale retrace les faits. Les faits étaient là, que certains de ces travailleurs-là avaient donc usé la violence pour s'opposer au scrutin. L'employeur les a licenciés, et valablement. Bon, 7 ont été licenciés. Bon, c'est que, comme on dit, l'employeur ne peut pas tout licencier. Il choisit quelques-uns pour le faire. Là aussi, il est dans son droit. Ils sont venus à l'inspection du travail. On a fait comprendre à la partie syndicale, donc qui est démissionnaire affiliée à l'UTS, que le travail n'est pas ce droit-là. Une élection, on l'organise, soit vous boycottez, ou bien vous votez contre la liste que vous estimez qu'elle n'est pas, si vous estimez qu'elle n'est pas majoritaire. Dans le même sillage, la direction de Dakarnave souhaite que la meilleure décision soit prise. Le groupe Lisnav a exploité le chantier durant 25 ans, où moi je dirais que sur le plan social, parce qu'une entreprise quand même qui n'a jamais eu de retard de salaire en 25 ans,
qui octroient des augmentations annuelles aux salariés, quelle que soit la situation, et qui sont de plus axés sur le coût de l'inflation. Nous payons un 13e mois aux salariés. Nous leur payons aussi ce que l'on appelle une prime exceptionnelle, communément le 14e mois, qui est axé sur les bénéfices de l'entreprise, qui est un partage des dividendes. Aucun problème avec les institutions, l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale, l'IPM pour les couvertures médicales. Donc toutes ces situations-là sont des acquis qui sont là et qui sont à consolider. Durant ces 25 ans, il y a une marge de progression qui est là. Maintenant, vous me direz toujours que nous tous qui sommes salariés, le salarié n'est jamais satisfait. 99 n'est pas 2024. C'est aux autorités de voir la meilleure formule pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt des travailleurs, pour que l'entreprise puisse être pérenne. Un contrat de concession acquis en 1999 après la faillite de Dakar Marine. Le groupe portugais Lisnave est confié à la Société de réparation navale au Sénégal. Aujourd'hui, les Portugais sont en compétition pour la reconquête du contrat de concession avec 3 autres entités navales. À son actif, plus de 1000 employés, dont 600 sous-traitants. La page des sports à présent, et ça démarre avec le basket clap de fin de la Basketball Africa League Conférence Sahara. Amadou Galofal, président de la BOL, a tiré le bilan de la saison 4 qui a pris fin ce dimanche soir à Dakar. L'AS Douane a réussi son objectif de participer aux playoffs. Le président de la BOL a par ailleurs annoncé les perspectives pour les années à venir et notamment les finales qui n'auront pas lieu cette année, qui n'auront pas lieu à Kigali l'an prochain. Je vous propose de l'écouter dans ce compte-rendu signé Mamadou Ndiaye. 10 jours de compétition et de spectacles ont pris fin ce week-end au Dakar Arena de Diamniadio. Une journée de clôture magnifiée par la présence des 2 chefs d'État, sénégalais et rwandais. Les organisateurs font part de leur satisfaction à l'issue du tournoi. Des milliers et des milliers de spectateurs sont venus tout le long de ces matchs. On a battu tous les records en termes de participation des gens. Même avant cette dernière journée où nous attendons beaucoup de monde, il y a beaucoup de chefs d'entreprise de la place, de compagnies très visibles, de renom, qui sont venus nous voir dès la fin des parties pour dire que ça y est, maintenant ils ont vu. 52 joueurs ont participé à cette Basket Africa League. Le représentant du Sénégal, l'AS Douane, a réussi à décrocher une 2e place et une qualification aux playoffs après sa victoire devant APR du Rwanda, 79-52. Un objectif atteint. Bon, nous avons tiré un bilan positif. Notre objectif, c'était de se qualifier. On l'a fait. Même si nous sommes classés 2e, le plus important, c'est la qualification d'abord. On va encore redoubler d'efforts, travailler davantage pour bien préparer la finale au Rwanda. La balle poursuit son chemin pour le bien du basketball africain. Le président Amadou Galofal annonce que les prochaines finales n'auront pas lieu au Rwanda l'an prochain. Et nous passons au football avec la première édition du tournoi flash de la Coupe du Monde féminine qui a vécu au stade des Parcelles Assainies sous la présence de plusieurs personnalités dont les ambassadeurs de la Hollande, de la Belgique et de l'Allemagne, les partenaires de l'association Déclic des femmes organisatrices de l'événement qui œuvrent pour le développement du football féminin à travers le sport, études et la formation de futurs leaders. Compte rendu, cher Salibou Diarra. Grand Yoff FC, le premier lauréat du tournoi flash de la Coupe du Monde féminine de football, disputé au stade municipal des Parcelles Assainies. Une compétition nationale de 16 équipes pour promouvoir le football féminin chez les petites catégories. Ils jouent sans assurance. C'est des filles qui n'ont pas de moyens. C'est des filles qui jouent à l'heure d'ouverture de l'école. Et ça, c'est des choses qu'il faut changer pour améliorer la stabilité du football féminin au Sénégal. Au Sénégal, on a vu sur les 100% des filles qui jouent au foot, il n'y a que les 5% qui ont allié sport-études. Et là, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et j'espère qu'avec nos partenaires, changer la mentalité des joueuses et les permettre à s'intégrer, à faire des métiers aussi. Parce que c'est des filles, après l'âge de 30 ans, elles n'ont rien à pratiquer. L'association Déclic des femmes est là pour booster le football féminin. Un engagement de l'association Déclic des femmes avec l'appui de 3 pays européens. L'évolution du football féminin a été
impressionnante ces dernières années. Je trouve que ça mérite exactement la même attention que le football masculin. Nos 3 pays qui sont là, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, sont engagés pour le football féminin. On a profité évidemment aussi aujourd'hui pour promouvoir un peu notre candidature conjointe pour la Coupe du Monde féminin en 2027 dans nos 3 pays. Un partenariat qui ne s'arrête pas aux jeunes footballeuses. Il se prolonge sur la formation des formateurs. Je crois qu'il y aura une continuité avec les World Coach parce que c'est un programme qui va se débuter au 31 mai prochain pour 2 ans au Sénégal. Un programme qui permet aux entraîneurs, aux coachs, pour leur dire qu'on n'est pas juste coach, mais on est des leaders. On vous prépare pour que vous retournez dans vos quartiers, pour vous aider à la communauté de comprendre sur les compétences de vie. Aujourd'hui, on voit qu'on ne prépare que des sportifs, mais nous, on veut préparer des leaders qui sont prêts. Paris réussi, le tournoi flash de la Coupe du Monde féminine de football peut participer au rayonnement du Sénégal dans la discipline aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Allez, parlons des Jeux Olympiques justement avec Chersila, fière d'avoir porté la flamme olympique ce 10 mai pour une distance de 200 mètres lors de l'étape toulonnaise, un choix loin d'être fortuit pour cet ancien basketteur sénégalais qui s'est illustré dans les centres sociaux et la prison de Farled dans la ville de Toulon. Le point avec Chartidiane Diao. Hier, hors des parquets dédiés au social dans les quartiers difficiles du sud de la France, c'est le résumé de la vie de Chersila, un ancien basketteur qui a très tôt atterri dans l'Hexagone pour vivre de sa passion qui est le basket. Chersila s'est beaucoup illustré sous les couleurs de l'ASFA avant de rejoindre la France en 1980 comme basketteur professionnel. J'ai quitté le Sénégal depuis 1980. Mon premier club en France est Nice. Après Clermont, après Toulon Var Basket, j'ai évolué dans ce club pendant 7 ans. 4 ans après, je suis retourné à Toulon Var Basket pour terminer ma carrière de basketteur. L'international sénégalais a eu à porter les couleurs de Nice, de Clermont et de Toulon, entre autres. Lors de la retraite sportive, sonne, mais Chersila, détenteur du diplôme d'éducateur sportif, est recruté par la ville de Toulon pour exercer dans les quartiers difficiles, une mission exaltante qui lui a pris 5 ans. Le chemin ne s'arrête pas là. Chersila va par la suite travailler pour le centre départemental pour l'insertion sociale de Toulon, où il était éducateur sportif. Depuis 2015, il est au service des sports de la ville de Toulon, où il est responsable de la salle de remise en forme. Après ma carrière de basketteur, j'ai commencé à travailler dans les quartiers difficiles comme éducateur sportif. Donc je leur faisais faire du sport et en même temps, j'essayais de récupérer les gamins qui voulaient passer leur BAFA pour pouvoir travailler avec nous pendant les vacances scolaires dans les centres aérés du Conseil général. Et après, j'ai basculé au C10, au centre départemental pour l'insertion sociale, où j'avais 2 fonctions. Animateur en informatique pour les allocataires du RSA et éducateur sportif à la prison de la Farlette. La ville, certainement redevable par rapport à l'énorme travail abattu par le monsieur dont les services sociaux a décidé de porter sa candidature pour la flamme olympique. C'est ainsi que Chersila a porté la flamme sur l'étape toulonnaise pour une distance de 200 mètres pour porter un message universel et véhiculer un ensemble de valeurs. C'est un honneur et une fierté d'avoir été choisi pour porter la flamme olympique et surtout une fierté de pouvoir participer à ce moment historique. Allez, retour à Dakar pour parler de beach soccer avec l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, Oumar Ngalla Sylla, qui est en pourparlers avancés avec l'Arabie Saoudite. Actuellement au Sénégal, il annonce avoir quitté la sélection du Maroc avec une rupture de contrat à l'amiable. Nous le suivons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Avoir cherché un Brésilien à ma place pour me donner la petite catégorie, moi je n'étais pas du tout d'accord parce que ça n'a pas écrit nullement dans mon contrat et du coup ils ont accepté de faire une rupture et ils m'ont payé mes droits et ils m'ont fait d'ailleurs une autre proposition de garder la petite catégorie et la formation et de garder les mêmes avantages. Mais pour moi, c'est loin d'être un aspect financier, c'est un aspect purement sportif. Ils n'ont jamais gagné une Coupe d'Afrique. Moi, j'étais là-bas pour au moins les faire gagner, malgré le palmarès qu'ils ont eu depuis mon arrivée. Parce que le Maroc,
de 2005 à 2022, ils n'avaient rien gagné. Et avec moi, ils ont gagné les Jeux africains de la place, ils ont gagné le tournoi Kosofa au mois de mars, ils ont gagné le tournoi international de Salvador. Il y avait une nette progression au niveau de l'équipe. Pour les dirigeants sénégalais, non pas encore. M'ont contacté, je suis en pourparlers avec l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, la fin de la semaine, je devrais partir pour montrer le projet. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie. Restez avec nous tout de suite. Soir d'info, deuxième partie, et nous parlons de la mise en service du bus rapide transit qui, je rappelle, est prévue ce mercredi.